Croissance économique, mondialisation, développement, tout semblait indiquer un recul durable de la pauvreté. Pourtant, même dans des sociétés qui produisent toujours plus de richesses, les fragilités sociales persistent. Comment expliquer ce paradoxe ? On en parle dans Mon œil. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damien Vega et aujourd'hui on plonge au cœur d'un enjeu majeur de notre époque, la pauvreté. Comment elle évolue et qu'est-ce qu'elle révèle de notre monde ? Quel lien aussi faire avec d'autres enjeux politiques et surtout, comment la combattre ? Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier de Scuter. Bonjour. Bonjour. Tu es rapporteur spécial des Nations Unies sur l'extrême pauvreté et les droits humains. Tu es de passage en Suisse pour donner une conférence organisée par le Centre de compétences en durabilité de l'Université de Lausanne. Tu travailles depuis des années sur les liens entre pauvreté, inégalité, alimentation et écologie. Alors Olivier, pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter une situation récente qui t'a particulièrement marqué dans ton travail sur la pauvreté ? Oui, on parlait, Damien, en préparation de cette émission, d'une mission que j'ai faite au Bangladesh en 2023, où j'ai notamment examiné la manière dont les entreprises de prêt-à-porter occidentales, comme Inditex, H&M et d'autres, utilisent des ouvriers, des ouvrières surtout du textile au Bangladesh, où ils ont des sous-traitants qui sont sous-payés pour produire ce que nous allons ensuite acheter dans les boutiques de prêt-à-porter. Et je me rappelle très bien que dans ma tentative de plaider pour l'augmentation des salaires de ces personnes, beaucoup d'entre elles sont des jeunes femmes, on m'a répondu « on ne peut pas augmenter ces salaires parce que si on augmente ces salaires, les investisseurs ne seront plus intéressés, ils iront plutôt par exemple au Myanmar voisin où les salaires sont encore plus faibles ». Et donc, ça m'a tout de même alerté. C'est, je trouve, un bon exemple des risques d'une mondialisation qui se base sur le moins-disant, qui, au fond, devient, pour les multinationales qui contrôlent les chaînes logistiques mondiales, un grand terrain de jeu où elles choisissent ou implanter des firmes qui polluent, ou faire travailler des travailleurs et travailleuses à bas salaire, et ou déclarer leurs profits pour payer le moins possible en fiscalité. Et donc la mondialisation, c'est aussi ça, c'est enfermer certains pays dans des trajectoires de développement d'où il leur sera très difficile de sortir. Et ma réponse aux autorités du Bangladesh, c'est quel est l'avenir d'un pays dont l'avantage comparatif est de maintenir ces travailleurs, ces travailleuses en pauvreté. C'est cela dont il s'agit en fond. Et c'est cela le paradoxe d'une mondialisation qui est présentée souvent comme ayant la vertu d'avoir fait reculer la pauvreté, mais qui en fait prive beaucoup de pays d'une possibilité d'un développement au bénéfice de la population. Là, on est bien sûr fortement dans les thématiques du podcast. Pour dresser le portrait un peu général de la pauvreté aujourd'hui et de son évolution, quels sont les grands constats que tu fais ? Alors, la pauvreté mondiale est mesurée par la Banque mondiale à travers un indicateur qui est celui du taux de personnes qui sont en extrême pauvreté, mais la mesure qui est utilisée, qui est le nombre de personnes qui sont en dessous de $3 par jour, par personne, dans les pays considérés, est un indicateur extrêmement faible. Au fond, on n'est plus en extrême pauvreté selon cet indicateur si on a la possibilité d'acheter plus que ce qu'on peut acheter avec $3 aux États-Unis. Ça n'a évidemment aucun sens. Ça veut dire que, par exemple, quelqu'un au Portugal qui gagnerait une centaine d'euros par mois ne serait plus en extrême pauvreté. Ça n'a évidemment aucun sens. Donc, la mesure de la pauvreté est un enjeu politique. Et si on prend une mesure un peu plus réaliste de la pauvreté, qui est un niveau de revenu de $8,20 par jour et par personne en parité de pouvoir d'achat, on arrive au constat que 45% de la population mondiale, 3,4 milliards de personnes, sont en situation de pauvreté. La réalité est celle-là. C'est que malgré l'extraordinaire croissance dont on a bénéficié depuis 50 ans, malgré les progrès considérables qui ont été faits dans certains pays pour sortir une partie de la population de l'extrême pauvreté, la pauvreté demeure la réalité quotidienne d'un très grand nombre de personnes à travers la planète. Et en réalité, les inégalités, elles, au sein de chaque pays, n'ont cessé d'augmenter. Je crois que tu le répètes pas mal, en tout cas dans les podcasts préliminaires que j'ai écoutés te concernant. Être pauvre, c'est pas juste un chiffre sur un compte bancaire, c'est aussi une véritable condition d'exclusion sociale. Comment expliquer ça ?
Oui, quand on interroge les personnes en pauvreté sur leur ressenti de la pauvreté, elles parlent certes de travail décent, d'absence de revenus, de précarité matérielle, mais elles parlent aussi de l'expérience d'être socialement exclues, du sentiment d'humiliation, de honte qui les accompagne, de la discrimination qu'elles subissent. Ce sont des dimensions plus subjectives, mais très importantes dans la vie quotidienne des personnes en pauvreté. Et dans une société même qui arrive à satisfaire les besoins élémentaires de la population, où on peut se nourrir, se vêtir, se loger à des conditions à peu près abordables et acceptables, un grand nombre de personnes se sentent socialement exclues parce qu'elles ne peuvent pas rivaliser avec les autres lorsque la société étant plus riche, les attentes de consommation, les attentes de comportement évoluent. Et donc, la pauvreté, c'est ce sentiment de ne pas faire partie de la communauté parce qu'on n'arrive pas à rivaliser avec la consommation des autres auxquels on se compare. La pauvreté est donc une notion qu'il faut voir comme relative, comme résultant d'une comparaison sociale. Et c'est, avec la croissance des inégalités, c'est un appauvrissement auquel on assiste, même si les besoins physiologiques des personnes sont couverts. Et tu as déjà commencé à en parler en début d'entretien. Quel rôle a joué la mondialisation en lien avec la pauvreté ? Alors c'est très ambigu. Les études qui ont été faites sur les impacts de la mondialisation, notamment par un économiste de New York University qui s'appelle Branko Milanovic, montrent à la fois que la mondialisation très forte dans les années 80-90 a bénéficié à toute une classe moyenne émergente en Asie du Sud et du Sud-Est, notamment en Chine et en partie en Inde, dont les revenus ont augmenté grâce à la mondialisation et ceci grâce à des politiques qui visaient à stimuler l'entrepreneuriat et le développement des chaînes mondiales d'approvisionnement. Mais à côté de cela, il y a eu dans les pays riches beaucoup de groupes qui ont été fragilisés par les mondialisations, et notamment les travailleurs et travailleuses faiblement qualifiés qui sont menacés par l'externalisation de certains processus de production à haute intensité de main-d'œuvre et qui subissent cette concurrence nouvelle. Et aussi parmi les personnes les plus pauvres dans certaines régions du monde qui n'ont pas du tout été en mesure de rejoindre les chaînes mondiales d'approvisionnement et de bénéficier de ce mouvement. Donc, au fond, les impacts de la mondialisation sont très ambigus. Cela dépend de la population à laquelle on s'intéresse. Ce qui est clair, en tout cas, c'est que la mondialisation a amené des bouleversements dans les sociétés qui ont augmenté les inégalités. Presque partout, les inégalités ont augmenté, même dans les pays dont l'affluence générale s'est améliorée, comme la Chine, l'Inde, ou évidemment le Brésil, l'Afrique du Sud, qui ont vu le niveau de vie moyen augmenter, mais les inégalités croître de manière très très importante. Sur un autre sujet, en 2023, tu as sorti un livre qui s'appelle « Changer de boussole, la croissance ne vaincra pas la pauvreté ». La boussole en question, donc, c'est le PIB. Tu penses qu'elle est déréglée ? Le PIB mesure la production totale de l'économie sur une période donnée, en général sur un trimestre ou sur un an. Et c'est une mesure qui est de moins en moins liée au sentiment de bien-être et, je dirais, à la capacité pour l'ensemble de la population de jouir de conditions de vie décentes. Le PIB a été, dans beaucoup de pays, pendant tout un temps corrélé à l'amélioration des conditions de vie, mais à mesure que le pays a augmenté, cette corrélation a été de moins en moins effective. Et dans les pays riches, on peut dire que l'augmentation du PIB depuis 30 ans n'a pas du tout été accompagnée d'une amélioration des conditions de vie, de la qualité de vie. Les gens se disent moins heureux qu'il y a 30 ou 35 ans, alors même que la taille de l'économie, elle, a doublé dans l'intervalle. Si on retient une croissance moyenne sur les 50 dernières années de 2 ou 2,5% par an, la taille de l'économie double tous les 35 ans, mais les gens ne sont pas plus heureux, certainement pas 2 fois plus heureux qu'il y a 35 ans, au contraire. Et donc, le PIB n'est plus la bonne boussole. Il faut se doter d'autres instruments de mesure du progrès social, et il y a là-dessus aux Nations Unies un vrai consensus. Déjà, dans les objectifs de développement durable de 2015, on avait une cible qui était d'adopter des mesures de progrès
alternative au PIB. Ça a été maintenant réaffirmé. Il y a un groupe de travail qui va remettre des conclusions à l'Assemblée générale des Nations unies à la demande du secrétaire général de l'ONU sur la manière de mesurer le progrès social au-delà du PIB. Le vrai problème, c'est que les indicateurs ne suffisent pas. Même si les États se dotent d'autres indicateurs de progrès, ce qu'il faut réexaminer, c'est nos modes de production et de consommation. Herman Daly, qui était un des fondateurs de l'économie environnementale, avait coutume de dire, si vous tombez d'un avion, il ne faut pas un altimètre, il faut un parachute. Il faut freiner la course vers le bas qui va vers l'apocalypse environnementale, vers l'effondrement. Et donc, autant je vois les gouvernements prêts à mesurer autrement leurs réalisations, autant je les vois peu préparés en réalité à revoir la manière dont l'économie est organisée, et ceci parce qu'ils ont développé une dépendance à la croissance dont il est très difficile de sortir. Si l'épisode vous plaît jusque-là, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner. C'est la meilleure façon de soutenir notre travail. Merci. Sur le sujet des inégalités, je voulais te soumettre quelques chiffres de Oxfam. Aujourd'hui, la fortune cumulée des 12 milliardaires les plus riches dépasse celle de la moitié la plus pauvre de l'humanité, soit environ 4 milliards de personnes. Donc, on le voit aujourd'hui, l'argent, c'est plus que jamais le pouvoir. Comment lutter efficacement contre la pauvreté dans ce contexte-ci ? Oui, alors il y a deux réflexions qui inspirent ces chiffres sur la concentration extrême de richesse. La première, c'est que, évidemment, c'est un monde, du coup, extraordinairement inéquitable et non soutenable. On a fait le calcul avec l'OIT du montant qu'il faudrait mobiliser pour que tous les habitants des pays à faible revenu, ce sont à peu près 820 millions de personnes dans les 28 pays les plus pauvres de la planète, pour garantir la protection sociale de ces personnes, il faudrait chaque année investir 308 milliards de dollars. 308 milliards de dollars. Ça peut paraître un montant important, on peut parler des comparaisons que cela appelle, mais si on taxait les 3000 milliardaires dans le monde à un niveau de 2% sur leur richesse, leur patrimoine, on pourrait mobiliser environ 250 milliards de dollars. En d'autres mots, si 3000 personnes acceptaient qu'on prenne 2% de leur fortune, qui est immense, pour financer la protection sociale, on pourrait protéger plus de 800 millions de personnes de l'extrême pauvreté. C'est tout de même sidérant. Et c'est un calcul qui a été fait par l'économiste Gabriel Zucman, qui, à la demande de la présidence brésilienne du G20, a proposé une taxe sur les milliardaires, étant donné cette extraordinaire concentration de richesses. Deuxième réflexion que cela amène, c'est qu'aujourd'hui, comme Damien, tu l'as dit, la concentration de richesses est corrosive pour la démocratie. Ces multimillionnaires, ces milliardaires, sont aujourd'hui en mesure de plus en plus de faire veto à toute transformation significative à travers les processus de décision démocratique. On est dans ce qu'un économiste a appelé le cycle des Medici, où l'argent sert à influencer le pouvoir, à capter la démocratie, et en retour, on se sert de cette influence qu'on peut exercer sur le pouvoir pour faire plus d'argent et maintenir, consolider une position de rente. C'est un cercle vicieux, extrêmement problématique qu'il faut aujourd'hui briser. Et l'illustration caricaturale, c'est aux États-Unis où les oligarques qui sont derrière l'administration contrôlent la démocratie américaine, mais c'est vrai à des degrés divers dans beaucoup d'autres pays où la richesse donne accès au pouvoir politique et au fond retarde toute transformation un peu structurelle de l'économie. C'est vrai effectivement qu'on a quelques exemples qui nous viennent en tête quand tu nous parles de ça, parce qu'on vit une période très tourmentée en ce moment politiquement, avec beaucoup de ressentiment à l'égard de ce qu'on pourrait appeler l'establishment, qui se traduisent à gauche par la volonté de s'attaquer au patrimoine des ultra-riches, mais aussi par des mouvements nationalistes d'extrême droite. Est-ce que la pauvreté est un facteur explicatif de ce contexte aussi ? Alors, l'étude que j'ai faite sur la montée de la droite radicale populiste montre un lien très clair entre l'augmentation des inégalités et le vote populiste d'extrême droite. On a une étude, par exemple, qui porte sur 28 pays européens, qui montre qu'une augmentation de 1% du coefficient Gini, qui mesure les inégalités, se traduit par un 1% de plus de votes pour les partis de la droite radicale populiste. Pourquoi ? Très simplement parce que les élites de l'establishment
sont déconsidérés, ne sont plus considérés comme dignes de confiance, étant donné leur incapacité à lutter contre les inégalités. Et les personnes qui sont tentées par ce vote d'extrême droite sont des personnes qui craignent le déclassement social, qui craignent de perdre les quelques privilèges qu'ils ont encore et qui sont sensibles à la parole de ces démagogues qui leur disent « Nous, on est de votre côté, on est contre les élites, on va vous protéger ». Et ce vote qui, auparavant, aurait pu aller vers le Parti communiste ou les mouvements de gauche, se sentent aujourd'hui orphelins et vont vers cette extrême droite. Et donc, quand on regarde la montée du Rassemblement national en France, de Alternative für Deutschland en Allemagne ou de Reform UK au Royaume-Uni, qui est aujourd'hui au-dessus même du Labour et évidemment des conservateurs dans les sondages, on constate que ce sont des personnes qui craignent le déclassement social, qui sont dans une insécurité économique, qui sont tentées par ce vote. Donc, renforcer l'État social, apaiser la population plutôt que d'avoir un discours clivant et parler de la nécessité de soutenir la protection sociale plutôt que de présenter celle-ci comme un luxe qu'on ne peut plus se permettre, c'est vraiment essentiel pour des raisons aussi de préservation de la démocratie. Donc ça fait partie des solutions que tu promulgues, cette taxe Zuckman, renforcer l'État social. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui, alors on s'est réunis depuis maintenant 18 mois avec 400 personnes, des agences des Nations Unies, des ONG et des syndicats, pour se poser la question de savoir, puisque la croissance n'est pas de nature à véritablement orienter l'action politique, qu'est-ce qu'on peut proposer à la place ? On a un grand nombre de mesures, 80 propositions qui sont faites dans une diversité de domaines pour aller vers une société qui ne dépend plus de la croissance pour répondre aux défis qui lui sont posés. En fait, jusqu'à présent, et c'était surtout vrai dans les années 1945, 1975, pendant ces 30 glorieuses d'une croissance très forte dans les pays riches de 5 ou 6% par an, les problèmes que la société affrontait étaient relativement aisés à résoudre par la croissance. Il y avait des salaires trop faibles, des écarts de revenus, des contestations sociales. On promettait aux gens des jours meilleurs grâce à la croissance et tout l'appareil de production économique avait des gains de productivité significatifs année après année, permettant aux parents d'espérer que leurs enfants auraient un avenir meilleur. Aujourd'hui, cela n'est plus vrai. Beaucoup aujourd'hui ont abandonné l'idée que leurs enfants auront une existence meilleure que la leur et verront leur niveau de vie s'améliorer. On a perdu foi dans ce récit du progrès et donc il faut autre chose. Et nous avons identifié 80 mesures qui peuvent améliorer la vie des gens, réduire les inégalités, réduire la pauvreté sans dépendre de l'augmentation de l'output de l'économie, sans dépendre de l'augmentation de la production globale. Et ceci est vraiment important. Pourquoi ? Parce que la croissance verte n'existe pas. On n'a pas d'exemple de pays qui ait réussi à augmenter le PIB, qui mesure la valeur de ce qui est produit, sans faire pression sur l'environnement en tenant compte des 9 limites planétaires. Certains pays, il n'y a pas de découplage, comme on dit. Il n'y a pas de découplage absolu. Certains pays, parmi les plus riches, parmi ceux qui ont le niveau d'émissions de gaz à effet de serre le plus élevé par personne, ont réussi à croître tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Mais rappelons que les émissions de gaz à effet de serre responsables du réchauffement de la planète, ce n'est qu'une des 9 limites planétaires. Et si on tient compte du risque d'érosion de la biodiversité, d'autres formes de pollution que celles qui causent le changement climatique, ou de l'utilisation de ressources, d'énergie, de matériaux pour faire tourner l'économie, on n'a pas d'exemple de pays qui augmentent l'activité économique sans augmenter le métabolisme du système, c'est-à-dire la consommation de ressources d'énergie, la production de déchets de pollution. On n'a pas d'exemple. Donc la croissance verte, ça n'existe pas, c'est un mythe. Et donc la question qui se pose, c'est comment faire pour malgré tout poursuivre un agenda de justice sociale sans dépendre de la croissance. C'est pas une équation facile. Et c'est l'équation sur laquelle nous avons travaillé pour aboutir à cette feuille de route pour éradiquer la pauvreté sans croissance qui a été présentée à Genève le 22 avril. Et dans ces 80 mesures, il y en a, pour nous donner une idée, 2, 3 qui te tiennent particulièrement à cœur ? Alors,
La feuille de route pour éradiquer la pauvreté sans croissance couvre un très grand nombre de domaines. Essentiellement, il s'agit de mesures qui veulent démocratiser l'économie, renforcer le pouvoir de négociation des travailleurs et travailleuses face au développement du travail précaire, par exemple par une garantie d'emploi. Ce sont des mesures qui visent à améliorer la mondialisation, par exemple en traitant du problème de la dette qui oblige les pays en développement à se développer en exportant sur les marchés mondiaux plutôt qu'en satisfaisant les besoins de la population locale. Il y a aussi des mesures qui concernent la valorisation du travail du care, du soin, qui est totalement sous-payé, voire ignoré dans les politiques publiques aujourd'hui. Donc ce sont des mesures qui concernent l'organisation du travail, qui concernent la fourniture de services publics, qui concernent l'organisation des relations internationales. Et il y a un pilier important qui concerne la démocratisation de la transition. Je suis convaincu que si les gouvernements sont appelés à rendre davantage de comptes, si on va au-delà d'une représentation très faible de la démocratie comme se limitant au rituel électoral, on va aller vers des mesures qui seront beaucoup plus soucieuses du long terme et de la santé des communautés, au lieu d'avoir un blanc-seing donné à des technocrates qui sont élus à travers des élections périodiques. Tu l'as déjà un peu évoqué, mais j'aimerais aussi t'entendre plus en détail sur la question de la justice sociale et l'écologie, l'articulation entre les deux. Certaines voix mettent parfois la fin du mois et la fin du monde en opposition. C'est ton avis aussi ? Du point de vue politique, cette opposition a été entretenue pour diviser au fond l'arc progressiste entre les partisans de la justice sociale, de la lutte contre la pauvreté, qui voient cela comme une priorité, et des groupes qui se battent pour les générations futures, pour la prise en compte des limites planétaires. Et cette opposition a été parfois extrêmement problématique. Elle a créé des divisions, des concurrences. Elle n'est pas inévitable. On peut parfaitement imaginer une transformation écologique qui soit un levier de réduction de la pauvreté et des inégalités. Le premier rapport que j'ai fait pour les Nations Unies, dans mon rôle de rapporteur spécial sur l'extrême pauvreté et les droits humains, est un rapport qui porte sur la transition juste. Et j'ai exploré dans ce rapport, dans 4 domaines, la mobilité, l'agriculture et l'alimentation, la construction, l'habitation, et quatrièmement l'énergie, comment on pouvait identifier des mesures à triple dividende qui réduisent l'empreinte environnementale de nos modes de vie, 2, qui créent des emplois, et 3, qui rendent abordable l'accès à des biens et services indispensables à une vie digne. Et dans ces différents domaines, il y a toute une série de mesures qui peuvent cocher ces 3 cases, et une transformation écologique conçue à partir de cette idée qui intègre l'exigence de justice sociale dès le départ, n'aura pas pour effet d'augmenter les inégalités et de rendre plus difficile la vie des ménages en précarité. Donc on peut imaginer la transition écologique de manière à prendre en compte cet impératif. Mais très souvent, ou trop souvent par le passé, on a vu cela comme des objectifs différents et on a poursuivi un agenda de transformation écologique sans tenir compte des contraintes sociales. Et du coup, on a affronté des résistances, on a clivé des publics, on a parfois augmenté les inégalités, et ceci n'est effectivement pas acceptable, mais ça a donné une très mauvaise réputation, malheureusement, à l'écologie politique et à la transformation écologique. Or, il la faut, et on peut la réaliser sans aggraver la fracture sociale. Pour finir, je souhaiterais t'entendre sur un dernier point, le droit international, qui est donc ton instrument politique à l'ONU, mais aussi, et ça je ne l'ai pas précisé, tu es professeur de droit international à l'université de Louvain, donc c'est aussi ta matière d'enseignement. Or, le droit international vit des jours un peu difficiles, comme tu le sais. Est-ce que tu as toujours de l'espoir ? Le droit international n'a pas, pour se faire respecter, de police à sa disposition. Il n'a pas, en général, sauf dans le domaine des relations commerciales, la possibilité d'imposer des sanctions aux États qui violent le droit international. Donc le droit international repose tout entier sur le souci que les États peuvent avoir de leur réputation pour pouvoir, à leur tour, reprocher à d'autres de ne pas le respecter. En d'autres mots, la mise en œuvre du droit international dépend de la volonté des États de le faire respecter en refusant de tolérer des violations commises par d'autres. Et malheureusement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les États n'ont plus ce courage politique de dénoncer les abus qui y sont commis.
même les États qui se veulent les plus vertueux, les plus soucieux du respect de la règle internationale, acceptent l'impunité de violations graves du droit international, comme l'illustre de manière caricaturale et dramatique l'exemple de l'anéantissement de Gaza depuis les attentats terroristes du 7 octobre 2023. Et donc, on assiste, c'est vrai, à une perte de crédibilité du droit international parce que les États ne font pas leur job, qui est d'être gardiens de son respect. Alors, l'espoir que j'ai, c'est que la société civile internationale se mobilise davantage en utilisant le droit international comme arme devant les tribunaux. On le constate par exemple en matière de changement climatique. L'inertie des gouvernements, leur incapacité à respecter leurs promesses en matière d'atténuation du changement climatique amène de plus en plus de citoyens, de citoyennes à saisir les tribunaux pour que le juge oblige les États à faire davantage. Et j'espère que ce genre de démarche peut se généraliser dans d'autres domaines. Les tribunaux ont un rôle à jouer quand les gouvernements ne font pas leur boulot de surveiller le respect du droit international. On va se quitter alors sur cette note d'espoir. Merci infiniment à Olivier de Scuttler d'être passé à ce micro. Avec grand plaisir. Et merci à vous pour votre écoute. Comme d'habitude, toutes les références sont en description. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager un maximum autour de vous. C'était Mon œil, le podcast engagé de Public Eye qui regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne leur regard. À bientôt. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye.